Neurosciences, sciences du système nerveux, notamment des neurones et du cerveau. Les neurosciences sont les études scientifiques du système nerveux, tant du point de vue de sa structure que de son fonctionnement, depuis l'échelle moléculaire jusqu'au niveau des organes, comme le cerveau, voire de l'organisme tout entier. Le champ de la recherche en neurosciences est un champ transdisciplinaire. La biologie, la chimie, les mathématiques, la bioinformatique, ainsi que la neuropsychologie sont utilisés en neurosciences. L'arsenal conceptuel et méthodologique des neurosciences va de pair avec une diversité d'approches dans l'étude des aspects moléculaires, cellulaires, développementaux, neuroanatomiques, neurophysiologiques, cognitifs, génétiques, évolutionnaires, computationnels, neurologiques du système nerveux. Les neurosciences sont souvent présentées sous l'angle des neurosciences cognitives, tout particulièrement les travaux utilisant l'imagerie cérébrale. Certaines applications des neurosciences cognitives peuvent être employées en économie, finance, marketing, droit et intelligence artificielle. Depuis son origine, l'histoire des neurosciences a été dominée par l'étude des neurones, alors que le cerveau est composé de deux grandes populations cellulaires, neurones 50% et cellules gliales 50%. Les cellules gliales, cette autre moitié du cerveau, jouent en réalité un rôle essentiel dans le fonctionnement cérébral et les comportements qui en résultent. Histoire. Le terme des neurosciences apparaît dans la langue anglaise à la fin des années 1960 pour désigner la branche des sciences biologiques qui s'intéresse à l'étude du système nerveux et plus particulièrement du point de vue de l'électrophysiologique, comme illustrent les travaux des futurs prix Nobel David Hunter Hubel et Thorsten Wiesel, qui enregistrent les réponses électriques des neurones du cortex visuel du chat en fonction des images qu'on lui présente. Néanmoins, en tant que discipline scientifique, les neurosciences se situent dans la lignée d'une démarche scientifique bien plus ancienne qui a reçu diverses étiquettes suivant les époques et les méthodes qu'elle a employées. Bien que le terme date du XXe siècle, l'étude anatomique du système nerveux hérite directement des travaux des médecins anatomistes de la Renaissance, tels André Vesal. Avant cela, de nombreux médecins s'étaient intéressés au fonctionnement du système nerveux et de son lien avec la pensée. Si le nom du père de la médecine, Hippocrate, reste associé à la découverte du rôle du cerveau dans les fonctionnements mentaux, l'histoire de ce qu'on désigne aujourd'hui comme la neurologie et la psychiatrie prend ses origines dans les traités médicaux de l'Égypte ancienne et passe par les écrits des médecins romains, Galien, puis arabo-musulmans, Averroès, pour arriver aux travaux de Descartes. Ces derniers annonceront une époque de progrès scientifique qui établiront un pont entre la psychologie, l'anatomie et la physiologie, avec des conséquences très directes sur la réflexion philosophique des Lumières. L'étude du fonctionnement du système nerveux sera en effet véritablement lancée au XVIIIe siècle par la découverte de la bioélectricité, dont le médecin et physicien Luigi Galvani fut l'un des pionniers. Au cours du XIXe siècle, ses travaux sur l'électricité animale connaîtront de grands progrès et, à la fin du siècle, en 1875, les premières observations de l'activité électrique en lien avec le comportement seront décrites par un médecin anglais, Richard Catlin. Parallèlement, à la fin du XIXe siècle, ce seront les progrès dans l'optique et la chimie qui permettront de découvrir, grâce à la coloration des coupes histologiques du tissu nerveux et leur observation au microscope, la structure et l'organisation des neurones. Deux figures incontournables de cette découverte, Camillo Golgi et Santiago Ramón y Cajal, partageront ainsi
tous les deux le prix Nobel de physiologie et de médecine en 1906. Enfin, toujours en cette deuxième moitié du 19e siècle, l'étude scientifique des patients souffrant des lésions cérébrales par les médecins Broca et Wernicke formera les prémices de la neurologie expérimentale et de l'étude des fonctions mentales, on dirait aujourd'hui cognitives, du système nerveux, future neurophysiologie. La découverte de l'ère de Broca en 1861 est ainsi la première démonstration du rôle du système nerveux dans une fonction dite supérieure, à savoir le langage articulé. Et c'est à l'époque où Charles Darwin propose sa théorie de l'évolution que le même Broca s'intéresse de près aux homologies entre le cerveau humain et celui des autres primates. Historiquement, les neurosciences ont donc d'abord émergé comme une branche de la biologie et de la médecine, philosophiquement inspirée par le scientisme du 19e siècle et postulant l'absence de toute cause endogène, autogénérée, du comportement humain. Avec l'évolution des connaissances scientifiques et des méthodes, la chimie, la psychologie, l'informatique et la physique ont par la suite amplement contribué au progrès de cette discipline. Par ailleurs, il ne faut pas oublier une branche moderne de la philosophie qui a eu et qui a encore un impact important sur la façon d'approcher les neurosciences, notamment au travers de ce qu'on appelle les sciences cognitives. Un exemple des plus célèbres de la confrontation entre philosophie et neurosciences est la quête d'une localisation de l'âme dans le cerveau. Ainsi, au XVIIe siècle, le philosophe René Descartes utilisait un argument neuroscientifique pour faire de la glande pinéale le siège de l'âme, tout en accordant à cette dernière une existence distincte, alors que les différentes structures du cerveau possèdent chacune un symétrique dans l'autre moitié du cerveau. Ce n'est pas le cas de la glande pinéale. Si les termes de cette question particulière sont aujourd'hui dépassés, l'approche philosophique du scientisme continue de jouer un rôle important sur les paradigmes mis en œuvre dans les neurosciences. Depuis son origine, la recherche sur le cerveau a connu principalement trois phases: phase philosophique, phase expérimentale et phase théorique. La prochaine phase a été prédite comme la phase de simulation, le futur des neurosciences. Depuis les années 1980, les biologistes utilisent la métaphore de neurobiologie végétale pour décrire le traitement des informations internes et externes environnementales par les plantes ou communautés de plantes. Ces dernières utilisent en effet un système intégré de signalisation, de communication et de réponse passant par des signaux électriques à longue distance, le transport de l'oxyne à médiation vésiculaire dans des tissus vasculaires spécialisés et la production de produits chimiques, connus pour être neuronaux chez les animaux, pour se développer, prospérer et se reproduire de manière optimale. Organisation du champ des neurosciences. Les neurosciences couvrant plusieurs ordres de grandeur de complexité. On peut les diviser en fonction de cette caractéristique. Quelques UM synapses, 100 UM neurones, 1 mm, réseau élémentaire, 1 cm, carte, MAPS, 10 cm, ensemble cognitif et moteur spécialisé. Les frontières des diverses disciplines restent relativement floues. Les principales sont données ci-dessous. La neuroanatomie caractérise la structure anatomique, morphologie, connectivité du système nerveux. La neuroendocrinologie étudie les liens entre le système nerveux et le système hormonal. La neurophysiologie étudie le fonctionnement physiologique des unités constitutives du système nerveux, que sont les neurones. Les neurosciences cognitives cherchent à établir les liens entre le système nerveux et la cognition.
La neurologie est la branche de la médecine s'intéressant aux conséquences cliniques des pathologies du système nerveux et à leur traitement. La, la neuropsychologie s'intéresse aux conséquences cliniques des pathologies du système nerveux sur la cognition, l'intelligence, les émotions. Les neurosciences computationnelles cherchent à modéliser le fonctionnement du système nerveux au moyen de simulations informatiques. Les neurosciences sociales étudient des mécanismes physiologiques, neurobiologiques et hormonaux qui sous-tendent les comportements sociaux et les relations interpersonnelles. La neuroéconomie et la neurofinance s'intéressent au processus de décision des agents économiques et notamment l'étude des rôles respectifs des émotions et de la cognition dans ceux-ci. Ces branches sont liées à l'économie comportementale et la finance comportementale. Les tableaux ci-dessous présentent de manière détaillée les principes des disciplines des neurosciences regroupées en grandes familles. Les sciences biologiques des neurosciences, les sciences cognitives, la science médicale, l'ingénierie et la technologie des neurosciences, les disciplines récentes. Discipline neurobiologie. Sujet majeur, l'étude biologique du système nerveux. Méthode expérimentale et théorique, toutes les méthodes ci-dessous. Discipline neurodéveloppement. Sujet majeur, prolifération cellulaire, neurogénèse, guidage axonal, développement dendritique, migration neuronale, facteurs de croissance, jonction neuromusculaire, neurotrophine, apoptose, synaptogénèse, méthode expérimentale et théorique, ovocytes, Zénope, chimie des protéines, génomique, drosophile, gène HOX, discipline, neurobiologie, sujet majeur, biosynthèse, discipline, neurobiologie moléculaire, sujet majeur, biosynthèse des protéines, transport des protéines, canal ionique, méthode expérimentale et théorique, immunohistochimie, microscopie électronique, discipline, neurohistologie, sujet majeur, neurocytologie, glie, astrocytes, cellules de Schwann, oligodendrocytes, microglie, méthode expérimentale et théorique, immunohistochimie, microscopie électronique, discipline, neurophysiologie, sujet majeur, potentiel d'action, synapse, transmission, synaptique, neurotransmetteur, photorécepteur, neuroendocrinologie, neuroimmunologie, méthode expérimentale et théorique, PCR, patch clamp, clonage moléculaire, dosage biochimique, hybridation fluorescente in situ, Southern blots, puces à ADN, protéines fluorescentes vertes, imagerie calcique, HPLC, microdialyse, génomique fonctionnelle, discipline, neuroanatomie, sujet majeur, système somatosensoriel, système visuel, cortex visuel primaire, système auditif, système vestibulaire, méthode expérimentale et théorique, dissection, microscopie photonique, traçage neuronal, discipline, neuroanatomie fonctionnelle, sujet majeur, audition, intégration sensorielle, nociception, vision des couleurs, olfaction, système moteur,
moelle spinale, sommeil, homéostasie, vigilance, attention. Discipline, neuropharmacologie, sujet majeur, canal ionique, transduction de signal, méthode expérimentale et théorique, psychoneuropharmacologie, neuropsychopharmacologie, discipline, psychophysiologie, sujet majeur, rythme circadien, méthode expérimentale et théorique, potentiel évoqué, les sciences cognitives des neurosciences, discipline, neurosciences affectives, sujet majeur, émotion, motivation, douleur, méthode expérimentale et théorique, méthode expérimentale de génétique humaine, discipline, neurosciences comportementales, sujet majeur, génétique comportementale, psychologie biologique, équilibre comportement, comportement d'agression, comportement maternel, comportement sexuel, homéostasie, contrôle moteur, effet activationnel des hormones, méthode expérimentale et théorique, modèle animal, souris knockout, discipline, neurosciences, sujet majeur, vigilance, attention, perception, vision, audition, olfaction, goût, prise de décision, langage, mémoire, apprentissage, moteur, méthode expérimentale et théorique, EEG, MEG, IRMF, TEP, SPECT, stimulation magnétique transcrânienne, méthode expérimentale de psychologie cognitive, psychométrie, discipline, neurosciences sociales, sujet majeur, cognition, émotion, motivation, perception sociale, raisonnement moral, empathie, méthode expérimentale et théorique, modèle théorique de la psychologie sociale, sciences cognitives et biologie, méthode expérimentale des neurosciences, génétique comportementale, endocrinologie, discipline, neurolinguistique, sujet majeur, langage, art de Broca, acquisition du langage, perception de la parole, méthode expérimentale et théorique, modèle théorique de psycholinguistique, sciences cognitives et informatique, méthode expérimentale et neurosciences cognitives, les sciences des neurosciences, discipline, neuropathologie, discipline, neurologie, sujet majeur, démence, neuropathie, périphérique, traumatisme médulaire, traumatisme crânien, système nerveux autonome, maladie de Parkinson, amnésie, méthode expérimentale et théorique, essai clinique, neuropharmacologie, stimulation cérébrale profonde, neurochirurgie, discipline, neuropsychologie, sujet majeur, aphasie, apraxie, discipline, psychiatrie, sujet majeur, schizophrénie, dépression, addiction, anxiété, ingénierie et technologie, discipline, neuroingénierie, sujet majeur, interface neuronale directe, méthode expérimentale et théorique, électromyogramme, EEG, MEG, discipline, imagerie cérébrale, sujet majeur, imagerie structurale, imagerie fonctionnelle, méthode expérimentale et théorique, tomographie par émission de position, imagerie par résonance magnétique, magnétoencéphalographie, IRM de diffusion, discipline récente, discipline, philosophie des neurosciences, discipline, neurosciences computationnelles et théoriques, sujet majeur, réseau de neurones, apprentissage Hebbian, méthode expérimentale et théorique, Markov Chain, Monte Carlo, High Performance Computing. Méthode, aujourd'hui, l'étude du système nerveux passe par de multiples approches qui suivent deux grandes directions. Une approche ascendante ou bottom-up, qui étudie les briques de base du système nerveux pour essayer de reconstituer le fonctionnement de l'ensemble
une approche descendante, top-down, qui en étudiant les manifestations externes du fonctionnement du système nerveux, tente de comprendre comment il est organisé et comment il fonctionne. Ces deux démarches, ascendantes pour la première et descendantes pour la deuxième, commencent aujourd'hui à se rencontrer à un carrefour formé par l'imagerie cérébrale et plus généralement les neurosciences cognitives. En effet, les techniques d'imagerie cérébrale permettent de déterminer comment une fonction cognitive précise est réalisée dans le système nerveux et mesurant divers corrélats de l'activité neuronale, vasculaire pour l'IRM fonctionnel, électrique pour l'EEG, lorsque le sujet, humain ou non, réalise une tâche donnée, écouter un son, mémoriser une information, lire un texte. Application. L'une des activités les plus médiatisées des neurosciences est l'atlas neurofonctionnel du cerveau. Une autre, en plein essor, est la neuropsychologie. Une meilleure connaissance des pathologies neuronales est aussi un domaine considéré crucial, notamment avec l'augmentation des pathologies neurodégénératives au sein d'une population vieillissante. On peut aussi citer le développement de la neuroéconomie. Dans ce dernier domaine, les recherches auraient montré que certaines décisions sont dans des domaines censés être rationnels, achat et vente en bourse, seraient souvent liées à de fortes excitations et émotions, mettant en jeu des ondes du cerveau associées au plaisir ou à la souffrance. Cela ouvre la voie à l'exploration du rôle des émotions dans le processus de décision, quel que soit le domaine. Questionnement actuel. Bien qu'ayant réalisé de grandes avancées ces dernières décennies, la recherche en neurosciences a encore de grandes interrogations devant elle. Son plus grand défi restera de lier la biologie, les neurones, à la psychologie, la conscience, l'esprit, l'intelligence, etc. Voici quelques exemples de questionnements actuels sur lesquels planchent certains neuroscientifiques. Où est stockée l'information, la mémoire ou des neurones ou ailleurs? Par la trace de l'image, structurelle, au niveau des neurones ou ailleurs. Les neurones pourraient-ils ne servir que de relais? Comment se met en place l'organisation du système nerveux au cours du développement? Comment peut-elle être altérée? Comment se déclenchent les maladies neurodégénératives? La majorité d'entre elles ont une étiologie encore inconnue. Quel est le rôle des cellules gliales dans le fonctionnement normal et pathologique du cerveau? Quelles sont les relations entre perception et réalité? Comment expliquer les états modifiés de conscience critique? Paul Valéry s'est montré sceptique à l'égard de ceux qui affirment voir, à son époque, l'esprit au bout de leur bistouri. Veuillez donc supposer que les plus grands savants qui ont existé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les Archimèdes et les Descartes, étant assemblés en quelques lieux les enfers, un messager de la terre leur apporte une dynamo et la leur donne à examiner à loisir. Ils la font démonter en interrogeant et en mesurant toutes les parties. Ils font en somme tout ce qu'ils peuvent, mais le courant leur est inconnu. L'induction leur est inconnue. Ils n'ont guère l'idée que de transformation mécanique.
Ainsi, tout le savoir et tout le génie humain réunis devant ce mystérieux objet échoue à en devenir le secret et à deviner le fait nouveau qui fut apporté par Volta, Ampère, Oersted, Faraday et les autres. C'est ce que nous-mêmes faisons quand nous interrogeons un cerveau. Le pesant, le disséquant, le débitant, en coupe mince et soumettant ces lamelles fixées à l'examen histologique. Pour leur ambition de comprendre les mécanismes de la pensée selon une vision tirée du monisme anthropologique et du scientisme, les neurosciences font l'objet de critiques qui se rassemblent autour d'une démarche anti-réductionniste et d'un discours biologisant. Selon ces critiques, les neurosciences sous-estiment la différence d'échelle entre leurs disciplines et des phénomènes qui relèvent jusqu'ici d'autres champs scientifiques comme la linguistique, l'anthropologie, la psychologie, la sociologie ou la psychiatrie. Ainsi, par exemple, ce que Jean-Pierre Changeux nomme quand l'homme neuronal reste encore une extension du percept très éloigné, encore des concepts du niveau étudié en philosophie. Sans mettre en cause l'intérêt de la démarche, ces critiques affirment que les neurosciences crient juste victoire encore un peu tôt. Si des neuroscientifiques comme Changeux semblent tomber effectivement dans une approche assez réductionniste, d'autres, comme le philosophe Daniel Dennett, dénoncent ce réductionnisme comme pouvant correspondre à des motivations mercantiles. Les neurosciences cognitives contemporaines essaient en tout cas de tracer des ponts entre l'exploration des mécanismes cérébraux et la richesse des quelques phénomènes cognitifs simples. Nul ne conteste qu'il reste beaucoup à établir avant de pouvoir expliquer une conduite ou un état d'âme au moyen de ces nouveaux outils scientifiques. En admettant même que cette technique soit la plus simple pour cela, nous n'avons pas besoin, par exemple, de connaître en détail le cerveau d'un chat pour savoir qu'il se mettra à courir après une souris, pas plus que de connaître la physique du solide pour évaluer la robustesse d'un escabeau. Il reste également à établir un rapprochement entre différents types d'expériences et de disciplines neuroscientifiques. L'usage de l'imagerie médicale comme outil d'interprétation du comportement humain suscite également un certain scepticisme, car cette démarche est susceptible de confondre la cause et l'effet, l'excitation d'un organe pouvant être le résultat physiologique d'une décision et non sa cause, la carte de la pensée, résultat de la carte de l'activité des neurones, issue elle-même de la carte de l'activité d'oxygénation du cerveau. Plus généralement, de telles conclusions tirées de l'observation d'un être animé pourraient être entachées de l'erreur de raisonnement connue sous le nom de petitio principii, où la conclusion de l'expérience résulte directement des postulats métaphysiques du chercheur, voire de ses préjugés sociaux, et non des faits, et d'erreurs méréologiques. Une autre critique concerne la dimension éthique, sociale et technologique des neurosciences. Le problème de la responsabilité sociale de l'activité scientifique n'est pas propre aux neurosciences, mais il est exacerbé par la médiatisation des avancées faites dans ce domaine et par la fascination liée à l'idée de transformer non pas l'enveloppe corporelle de l'homme, à ce sujet, voire l'article clonage, mais le fonctionnement de son esprit, voire transhumanisme. Certains s'inquiètent ainsi de l'émergence de neuromarketing, dont l'objectif est d'utiliser les neurosciences pour améliorer l'efficacité des campagnes de marketing. Ces recherches trouvent des financements, mais on ne connaît pas les motivations des financiers de cet investissement, ni quel retour ils en espèrent, et pas davantage s'ils ne sont motivés que par la connaissance pure. D'autre part,
La remise en question du libre arbitre peut être interprétée comme une remise en cause de la Déclaration universelle des droits de l'homme, justifiant ainsi des restrictions politiques de la part des gouvernements promptes à exploiter ce genre d'occasion, comme cela a été le cas au XXe siècle avec l'eugénisme. Il y a cependant en face le souhait de mieux comprendre le mental humain. Le choix d'application aux découvertes est lié à tout progrès scientifique et n'étant rien spécifique aux neurosciences. Un pouvoir politique bien contrôlé par le citoyen peut tenter de mettre des garde-fous éthiques ou utilisations technologiques ou sociales des progrès scientifiques sans pour autant entraver la recherche. On en revient alors au dilemme bien connu entre les citoyens et les détenteurs de puissance financière, qui sont parfois les mêmes. Le concept de neurosciences, en tant qu'il est très large et assez abstrait, peut aussi agir comme une fourre tout douteux et ainsi servir de couverture à des publications peu scientifiques, voire à de parfaits charlatans, et on voit ainsi fleurir, pour ainsi dire mécaniquement, une quantité invraisemblable de spécialistes autoproclamés sur ces thèmes, exactement comme si ceux agissaient comme des attracteurs à bullshit. La notion des intimidantes de neurosciences est ainsi brandie dans les médias par toutes sortes d'imposteurs et de gourous en mal de respectabilité, comme Idriss Aberkan, auteur du best-seller « Libérez votre cerveau », dénonce comme un paragon de pseudosciences. Pour le chercheur Sébastien Dieguez, théoricien du neurobullshit, Aberkan sait exploiter la neurophilie contemporaine qui porte à croire qu'on a expliqué et compris quelque chose grâce à la seule présence d'une image du cerveau. Hélas, Aberkan semble surtout ignorer que l'usage intempestif du préfixe neuro est devenu depuis un moment déjà un sujet de plaisanterie entre neuroscientifiques qui parlent désormais volontiers eux-mêmes de neuromanie, de brainwashing, de neurocouilles, de neuromythes et bien évidemment de neurobullshit. À part jeter de la poudre aux yeux aux néophytes, on ne voit guère l'intérêt de multiplier à ce point tous ces neuroconcepts imbéciles. On a simplement affaire à de la neuroincantation. Au prix Nobel, plusieurs personnalités scientifiques œuvrant dans le domaine des neurosciences ont été récompensées du prix Nobel de médecine et de physiologie. En 1904, Ivan Petrovich Pavlov, Russie, en reconnaissance de son travail sur la physiologie digestive, grâce auquel la connaissance sur les aspects vitaux du sujet a été transformée et élargie. 1906, Camillo Golgi et Santiago Ramon y Cajal. Italie, Espagne, en reconnaissance de leurs travaux sur la structure du système nerveux. 1914, Robert Barani. Autriche, Hongrie, pour son travail sur la physiologie et la pathologie de l'appareil vestibulaire. 1932, Sir Charles Scott, Sherrington et Edgar Douglas Adrian, Royaume-Uni, pour leur découverte sur les fonctionnements des neurones. 1936, Sir Henry Howlett Dale, Otto Lowe, Royaume-Uni et Allemagne, pour leur découverte relation à la transmission chimique des signaux nerveux. 1944, Joseph Erlanger, Herbert Spencer Gasser, États-Unis, pour leur découverte sur les fonctionnements hautement différenciés d'une fibre nerveuse isolée. Walter Rudolf Hess, Antonio Caetano de Abreu frères, Edgar Moniz, Suisse et Portugal. Sa découverte de l'organisation fonctionnelle du mésencéphale
du mésencéphale comme coordinateur des activités des organes internes. Pour sa découverte de la valeur thérapeutique de la lobotomie dans certaines psychoses. 1963, Sir John Carew Eccles, Alan Lloyd Hodgkin, Andrew Fielding Huxley, Australie, et les deux autres du Royaume-Uni pour leur découverte concernant les mécanismes ioniques impliqués dans l'excitation et l'inhibition de les portions périphériques et centrales de la membrane cellulaire des nerfs. 1967, Ragnar Granit, Haldane Keffer Hartline, George Wald, Suède, États-Unis, pour leur découverte concernant la physiologie primaire et les processus chimiques visuels dans l'œil. 1970, Sir Bernard Kotz, Ulf von Euler et Julius Axelrod, Royaume-Uni, Suède et États-Unis, pour leur découverte concernant les transmetteurs humoraux dans les terminaisons nerveuses et les mécanismes de leur stockage, relargage et inactivation. 1971, Earl W. Sutherland Jr., États-Unis, pour ses découvertes et les mécanismes d'action des hormones. 1972, Gerald M. Edelman, Rodney R. Porter, États-Unis, Royaume-Uni, pour leur découverte concernant la structure chimique des anticorps. 1973, Carl von Frisch, Konrad Lorenz, Nicolas Tinbergen, Autriche, Pays-Bas, pour leur découverte concernant l'organisation et l'incitation des comportements individuels et sociaux. 1977, Roger Guillemin et Andrés Victor Schally, Rosalind Gallo, France-Pologne, États-Unis, pour leur découverte concernant la production d'hormones peptidiques dans le cerveau, pour le développement des radio-immunoassayes des hormones peptidiques. 1979, Alan McLeod Cormack and Godfrey Newbold Hounsfield, États-Unis, Afrique du Sud, Royaume-Uni. Pour le développement de tomographie, 1981, Roger Sperry, David Hubel, Thorsten Wiesel, États-Unis, Canada, Suède, pour ses découvertes concernant la répartition fonctionnelle des hémisphères cérébraux, pour leur découverte concernant l'analyse des informations dans le système visuel. 1987, Susumu Tonegawa, Japon, pour sa découverte du principe génétique de la génération de la diversité des anticorps. 1991, Erwin Neher, Bert Sockman, Allemagne, pour leur découverte des fonctions des canaux ioniques isolés dans les cellules. 2000, Arvid Carlson, Paul Greengard, Eric R. Kandel, Suède, États-Unis, Autriche, pour avoir prouvé que la dopamine est le neurotransmetteur dont la déplétion provoque les symptômes de la maladie de Parkinson, pour avoir montré comment les neurotransmetteurs agissent sur les cellules et peuvent activer une molécule importante connue sous le nom DARP-P32, pour avoir décrit les bases moléculaires de la mémoire à court terme et à long terme. 2003, Paul C. Lauterbur, Sir Peter Mansfeld, États-Unis, Royaume-Uni, pour leur découverte concernant l'imagerie par résonance magnétique. 2004, Richard Axel, Linda B. Buck, États-Unis, pour leur découverte des récepteurs olfactifs et de l'organisation du système olfactif. 2014, John O'Keefe, Maybrit Moser, Edward Moser, Royaume-Uni, États-Unis, Norvège, pour leur découverte de cellules qui permettent au cerveau de se positionner dans l'espace.